Je m'appelle Primo Levi. Je m'appelle Louis-Ferdinand Céline. Je m'appelle Martin Heidegger. Je m'appelle Nelson Mandela. Je m'appelle Adolf Hitler. Je m'appelle Martin Luther King. Je m'appelle Carl Gustav Jung. Je m'appelle Esther Ilsoum. Je m'appelle Esther Ilsoum. Je m'appelle Esther Ilsoum. Je m'appelle Etty. Je m'appelle Etty Ilsoum. Je m'appelle Retipan. Je m'appelle Mahatma Gandhi. Y'a du reggae dans mon blues, la gang dans ma loose, du rhum dans ma bossaille, c'est très bien comme ça. Mon kiné est chinois, mon dentiste renois, mon chirurgien malien, crois-moi ça ne change rien. Tu as peut-être comme voisin quelqu'un qui vient de loin, il y aura toujours une place dans nos rues, dans nos impasses. On n'a peut-être pas la même France, on n'a peut-être pas la même chance. Génocide. Organiser la destruction d'un groupe national, ethnique, religieux ou racial. Atteinte volontaire à la vie. Contrôle des naissances. Transfert forcé d'enfants. Organiser la destruction totale ou partielle d'un groupe. Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Donc vous savez qu'en 1933, l'Allemagne traverse une crise économique et sociale importante. Toute l'Europe, mais particulièrement l'Allemagne. Ce pays va mal, il n'y a plus d'argent, il y a beaucoup de chômage. Alors les raisons, c'est la défaite de 14-18, vous savez, qui a endetté l'Allemagne, mais surtout la crise économique des années 30, qui va surendetter ce pays. Et donc cette population, en plein désarroi, va se radicaliser, se tourner vers un petit parti d'extrême droite, le NSDAP, en fait, qui est le parti nazi, qu'à la tête de ce parti, cet homme, vous le reconnaissez, oui, Hitler, qui va donc arriver au pouvoir de façon légale, c'est-à-dire, pas par la force, mais suite à des élections. Versprechungen zu geben. In uns selbst allein liegt die Zukunft des deutschen Volkes. L'effrayant, c'est que des systèmes en se développant dépassent les hommes et les enserrent dans leurs poignes. Leurs auteurs aussi bien que leurs victimes. Nouvelle loi, nouvelle calomnie. Les hommes, comment peuvent-ils être aussi bêtes et méchants? Je ne suis pas en mesure de comprendre le pourquoi de cette haine envers les Juifs, envers nous, envers moi. Alors, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'a fait Hitler? De ce que Hitler a fait? Comment voulez-vous que je pense du bien? C'est pas possible, je n'en pense que du mal. Je dis que c'était un fou, mais que malheureusement, il avait beaucoup de charisme, et qu'à cause de ça, il y a des tas de gens qui l'ont suivi, qui l'ont acclamé, mais heureusement tout le monde ne l'a pas acclamé, il ne faut quand même pas mettre tout le monde dans le même sac. Donc il y a eu des complots contre Hitler qui ont raté malheureusement. Enfin ça prouvait que tout le monde n'était pas d'accord avec lui. Voilà. 2 mois après son arrivée au pouvoir, en mars 1933, vous voyez, c'est dire la rapidité de l'exécution. Un premier camp de concentration est ouvert, c'est le camp de Dachau. Et les premières victimes de ce camp de concentration, ce seront en un premier temps les opposants politiques. Vous savez que la population juive va être frappée rapidement et en un premier temps exclue de la société allemande. C'est ce que vous montre ce document. L'appel au boycott. Le boycott, ça vous parle ce mot? Mon père pleurait. Il m'a tendu les bras, il m'a crié « Robert, n'oublie jamais que t'es juif ». Je me suis mis à rire. Je n'avais jamais vu mon père pleurer. Et je n'étais pas bien du tout.
Les spectacles nous sont interdits. Les derniers wagons nous sont strictement réservés. Il y a des cartes sur les restaurants où il y a marqué « Va-t'en, sale chien, sale juif ». Ils mettent des tampons sur nos cartes d'identité « juifs », comme si nous étions des chiens. Je cherche partout la trace de l'homme dans sa nudité, dans sa fragilité, de cet homme bien souvent introuvable, enseveli parmi les ruines monstrueuses de ces actes absurdes. Je ne suis ni une rêveuse, ni une belle âme, mon Dieu, ni une illuminée attardée dans une interminable puberté. Ce petit garçon, qui va lui avoir obligation de faire ce salut hitlérien, à chaque fois qu'il croise un adulte. Et là, vous voyez, il fait ça à son institutrice. Ce geste, par ses enfants, était fait de 50 à 150 fois par jour. Donc vous comprenez, on est dans ce qu'on appelle l'endoctrinement. Ils sont formés par les nazis. Vous voyez sur ces photos que les nazis entourent la jeunesse au quotidien. Vous comprenez bien pourquoi ils vont s'intéresser à cette jeunesse. Sur ce document, vous avez des jeunes gens un petit peu plus âgés qui, eux, vont avoir obligation d'appartenir aux jeunesse hitlérienne, exactement. Ça va devenir obligatoire pour tous les jeunes gens de 14 à 18 ans. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un se faire abattre devant vos yeux ou... Alors, quand j'étais à Souillac, nous avons eu la Das Reich qui est passée. Cette compagnie est passée à Souillac, là où j'étais. Elle a raflé tous les hommes. Elle les a emmenés à Brive. On était dans un état à Souillac où tout le monde avait peur, terriblement peur. On ne sortait pas. On restait, et à un moment donné, j'étais à ma fenêtre, et maman m'a repoussé, parce que juste à ce moment-là, il y avait des Allemands qui étaient en train de molester des hommes. Donc moi, j'ai vu à peine. J'ai voulu rejoindre mon père, mais un bonhomme en civil qui gueulait très fort m'a donné un formidable coup de pied dans le cul et m'a dit « Reste là, cochon de juif !» Et ce maudit tampon juif est-il digne d'une société civilisée? Mais que se passe-t-il donc? Quelles sont ces énigmes? De quel fatal mécanisme sommes-nous prisonniers? Nous pouvons nous tirer de ces contradictions en disant que nous sommes tous lâches. Et cette police en France, eh bien, à qui elle va s'attaquer rapidement? À la population juive. Alors en un premier temps, à la population juive étrangère, et très rapidement, toute nationalité confondue. Et des mesures vont les atteindre. La première mesure qui va les concerner, c'est le recensement. Vous comprenez le mot de recensement? Ils vont devoir se déclarer comme juifs dans les commissariats de police et donner leur adresse, ce qui sera un piège pour eux. On va les exclure, ça y est. Ils vont être montrés du doigt. On va les obliger à porter cette étoile de David pour tous les juifs à partir de l'âge de 6 ans. Et des lois qui seront calquées sur les lois de Nuremberg, dont on a parlé tout à l'heure, vont les exclure de la fonction publique, de la presse, de la radio. Ils n'auront plus accès au téléphone public. Ça voudra dire qu'on va les isoler, si vous voulez. Ils ne pourront plus communiquer. Dans le métro, ils n'auront accès qu'au dernier wagon. Donc un véritable apartheid va commencer à leur encontre. Mais ça veut dire quoi, pas du même avis? Comment ils ont vécu la guerre, tes grands-parents? Et comment toi, demain, si, encore une fois, s'il y a un État qui est totalitaire, comment tu te positionnes? Est-ce que tu ne crois pas que c'est pas mal d'y penser avant? Ben, je crois que c'est surtout la plus grosse des libertés que l'on a, c'est qu'on a la chance d'être justement dans une démocratie où on a justement effectivement beaucoup de liberté, de religion, d'expression, d'opinion, de se déplacer comme on veut, etc. Et qu'effectivement, nous, on ne vit pas, on n'a pas vécu dans une dictature. Et au quotidien, on a tellement de liberté, nous, en France. On a tellement de liberté, etc., que forcément, c'est peut-être compliqué pour vous de se projeter, de se dire... ouais, il y a des trucs qui ne me plaisent pas. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui ne vous plaisent pas dans le fonctionnement ou dans le fonctionnement de la France, par exemple? Ce qui est en jeu, c'est notre perte et notre extermination. Aucune illusion à se faire là-dessus. On veut notre extermination totale. Juste quelques jours après mon arrivée au collège de la pension, on a appris que papa avait été arrêté par les gendarmes
français. Il avait été arrêté, il avait été de camp en camp, de camp en camp, puis il était arrivé à Drancy. Et un jour, maman refuse le chocolat qu'on lui donnait pour papa. Et là, mes sœurs et moi, on a compris tout de suite que papa avait été déporté. Il était parti de Drancy, il est parti le 25 mars, dans quelques jours. Je vais d'ailleurs aller à Paris pour le 25 mars, parce que ça va faire 70 ans qu'il a été déporté. Et comme ça fait 70 ans, au mémorial de la Shoah à Paris, il va y avoir une commémoration spéciale. On va lire le nom de tous les déportés de ce convoi. Ils étaient plus de 1000. On va lire, on va faire une petite prière, on va penser à eux. On ne peut pas aller sur leur tombe, il faut bien se manifester d'une façon ou d'une autre. Hein? Ils ont été envoyés dans divers camps d'internement, notamment Drancy, hein, c'était le plus important à côté de Paris, hein, et que de ce camp de Drancy, hein, ils sont partis jusqu'à Auschwitz, hein, qui lui est plus un camp d'internement, mais un camp d'extermination, absolument. Hein. Alors l'autre exemple qui vous est montré ici est Nexon, c'est tout près d'ici, hein, il y avait aussi un camp d'internement. Il y avait plus de 200 camps d'internement en France. Hein. Et donc si vous voulez, cette carte nous montre hein, que si ces gens n'avaient pas été ici à Drancy ou là, ils ne seraient jamais allés jusqu'à Auschwitz. Vous comprenez hein. Donc on a collaboré à leur extermination. Notre enfant est mort ici. Je vais peut-être retrouver mon mari. Nous allons peut-être rassembler avec le char. Mais nous nous attirerons. Je vais pouvoir me rendre utile à l'écran. J'ai encore du lait maternel. Cette nuit, je vais habiller des bébés et tenter de calmer des mères. Et c'est cela que j'appelle porter secours. Je pourrais me mentir. Nous savons parfaitement que nous abandonnons nos pensionnaires sans défense, au froid, à la chaleur, à l'extermination. Et pourtant nous les habillons nous-mêmes et nous les conduisons nous-mêmes jusqu'au wagon à bestiaux. Mais que se passe-t-il donc? Quelles sont ces énigmes? De quel fatal mécanisme sommes-nous prisonniers? Ah, il prie, Rémi. Dans le petit village où on était, il y avait des miliciens, c'est-à-dire des jeunes gens qui étaient pour les Allemands et qui travaillaient pour les Allemands. Et un beau jour, mes parents décident de nous cacher, mes sœurs et moi, de façon à ce qu'on ne reste pas dans ce village où tout le monde savait que nous étions juifs. Alors, on va donc parler de ces Waffen-SS. Waffen, ça veut dire armée. D'accord? Donc ce sont des SS, puissance 10, 20, on va dire. Hein. Ce sont des criminels. Hein. On décide de rentrer dans la Waffen-SS. D'accord? Hein. Donc on sait ce qu'on fait quand on va dans la Waffen-SS. Ou du moins ce qu'on veut faire. Hein. Et donc ces Waffen-SS sont composées de plusieurs divisions, 38, dont la division d'Asreich qui est venue ici. D'accord? Et si vous voulez, ils sont en train de composer une espèce d'armée parallèle à l'armée allemande, qui est la Wehrmacht. Et eux, leur sale travail, c'est d'éliminer les populations civiles. Hein? Vous comprenez? Il faut imaginer la Wehrmacht, si vous voulez, qui se bat de soldat à soldat. Et parallèlement à ça, les Waffen-SS et des Einsatzgruppen, vous avez parlé un petit peu de ça, non? Ces commandos, non. Voilà. Et c'est ce que vous montre ce film, hein, qui a été fait par les nazis eux-mêmes, hein, où vous voyez que ce sont des tueries, des massacres à ciel ouvert, hein, en pleine journée, à côté des villageois. On les rapproche les uns après les autres du bord de ces fosses, hein, et on leur tire une balle dans la nuque, d'où Shoah par balle. Hein. Donc ils tombent dans les fosses, hein, les uns sur les autres, hein. On recouvre les fosses, on met le feu au village, et terminé, rayé de la carte. Hein. Et de cette façon-là, si vous voulez, on a éliminé 80% de la population juive de ces régions déjà. A suivi hein, à cette Shoah par balle les premiers camions à gaz et puis les chambres à gaz, hein, où ces nazis hein, éliminaient un maximum de gens sans cette fois-ci ne plus rien voir, si vous voulez. Hein. Et donc tous ces documents hein, vous montrent ce qu'ont été ces massacres pendant cette Seconde Guerre mondiale. Non, mon père n'est pas revenu. Mon père a été déporté par le convoi du 25 mars, qui est un convoi qui n'est pas allé à Auschwitz.
qui est allé à Sobibor. On n'avait jamais dû entendre parler de Sobibor. C'est un de ces camps qui est un camp d'extermination. Or, la différence entre les camps de concentration et les camps d'extermination, c'est que dans les camps d'extermination, on envoyait tout de suite les gens à la mort. Tout de suite. Voilà. Il n'y avait pas de quartier. Alors, il y avait un petit lot de juifs qui étaient là, quand même, pour faire marcher le camp. Et c'est ce petit lot qui, en octobre 1943, s'est révolté. Il a fait la révolution. Il y a eu un film sur les révoltés de Sobibor. Alors, ils ont tué les Allemands. Ils se sont sauvés. Mais ils n'ont pas tué tous les Allemands, malheureusement. Donc, ils se sont sauvés, mais je ne sais pas où ils étaient, ils se sont tous sauvés. Et il en a rescapé très très peu. Très très peu. On est allé s'installer à Souillac, dans le Lot, à côté de Sarlat. Pas très loin d'ici, hein. C'est dans le Lot. C'est pas très loin d'ici. Et là, on a vécu cachés, sans dire qu'on était juifs. Mes sœurs sont allées à Sarlat, parce qu'à Souillac, alors je ne sais pas très bien pourquoi, on n'est pas tous allés à Sarlat, mais je pense que maman ne voulait pas qu'on soit toutes ensemble, parce que s'il y avait une rafle, ben au moins, il y en aurait eu 2 qui seraient restés, et puis 2 qui seraient partis. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, on était tous pris ensemble, on était tous ramassés, on était tous déportés ensemble. Donc maman avait peut-être essayé de sauver une partie de la famille. Et donc moi, je suis restée avec maman à Souillac, et mes 2 sœurs sont parties à Sarlat, où il y avait un lycée, parce qu'elles étaient en première et troisième, donc il fallait que les aillent dans un lycée. Et on a terminé la guerre comme ça. Voilà. Ce village, ici, il est hors la guerre. Ici, jusqu'au 10 juin 1944, on n'a jamais vu un Allemand en uniforme. Hein. C'est vraiment un petit coin tranquille où il se passe vraiment cela. Hein. Au tout début de l'après-midi, une douzaine de camions précédés de véhicules blindés, environ 200 Waffen-SS partis de Saint-Génien, arrivent en vue de Rabourg. En arrivant au village, nous nous sommes arrêtés et des ordres ont été donnés. J'ai vu l'officier qui paraissait être le chef des opérations. Il donnait des ordres par billets écrits. La colonne repart et se scinde immédiatement. Une partie de la troupe commence l'encerclement du bourg, l'autre y pénètre. Il est demandé au maire de désigner des otages, puis à la population s'il y a des armes dans le village. On nous a fait faire face contre le mur et les Allemands ont évacué les femmes et les enfants. La majorité de la population, confiante, ancrée dans le sentiment de n'avoir rien à se reprocher, accepte les injonctions. Seules quelques personnes tentent de se cacher, de fuir. On s'est retrouvé des copains. Les copains, c'était des copains de l'équipe de football. Et on était là, nous, on s'est mis à parler de football, parce qu'il y avait un match qui devait avoir lieu le dimanche. Alors on s'est mis à parler de football, quoi nous n'avions pas peur. Le face-à-face dure quelques minutes. Puis le signal de la mitraille est donné. Simultanément, dans chaque lieu d'exécution, les Waffen-SS tirent. Le capitaine Kahn a rassemblé les chefs de groupe et nous a dit que sur ordre du chef de bataillon, ces hommes devaient être exécutés immédiatement. Kahn donnerait le signal de l'ouverture de feu par un coup de mitraillette. Il a donné l'ordre et nous avons ouvert le feu. Nous avons perçu le bruit d'une détonation suivie de rafales d'armes automatiques. Aussitôt, sur un commandement bref, les 6 Allemands déchargèrent leurs armes sur nous. À la première rafale, j'ai été blessé. Je me suis écroulé. Le mitraillage terminé, des Waffen-SS marchent sur les corps et achèvent des blessés. Il y a eu un grand cri. Tout le monde a poussé un cri. J'ai poussé un cri. Tout le monde a poussé un cri. Et quand ils ont continué à tirer, on n'entendait plus rien. Puis, la fusillade s'est arrêtée. Moi, j'ai bougé un petit peu parce que j'étais très mal en dessous. Et en bougeant, j'ai touché une main ensanglantée.
Alors, en dessous, mais très doucement, qui c'est? Elle lui a dit, et toi, Marcel Artout, qu'est-ce que tu as? Les jambes cassées, et toi? Je sais pas, lui ai dit, moi, je sentais que j'avais les jambes qui avaient quelque chose, mais je savais pas combien, je savais pas où. Et il n'avait pas mal, moi non plus. Ça ira, j'ai dit, on attend. Puis ils se sont approchés. Et on a entendu, là, ils ont entendu le coup de grâce. Alors on entendait le bruit de la culasse qu'on arme, et le coup sourd, le bruit de la culasse, et le coup de fusil. Le copain qui était couché sur moi, je l'ai senti tressaillir. Et puis plus rien. Il a mis un pied sur mon épaule, sur une épaule. Je lui ai dit, c'est pour moi. Ben non, il tirait à côté. Moi, il devait me considérer comme mort. Le lendemain, une section de Waffen-SS relève ceux qui ont passé la nuit dans le bourg incendié. Ils effacent les traces du massacre, empêchant ainsi jusqu'à l'identification des victimes. C'est horrible ça. Enfin déjà de les tuer c'est horrible, mais en plus de brûler leur identité, je sais pas. C'est ça. Moi, c'est que je regarde comme ça. La balle, elle est où? La balle elle est repartie. Ils l'ont enlevée. Ils l'ont enlevée. C'est quand même relativement. C'est relativement. La vie et la mort. La souffrance et la joie. Les ampoules de pied meurtris. Le jasmin derrière la maison. Les vérités précieuses. Les atrocités sans nombre. Tout est en moi et forme un ensemble puissant. À force de parler de votre histoire à tous les élèves, pas que nous, mais d'autres, est-ce que ça vous fait du bien ou vous avez... Oui, ça, vous avez tout à fait raison de me dire ça. Ça fait beaucoup de bien de parler. Et c'est ce que je dis toujours à mes amis qui disent « Oh, moi je ne veux pas parler de ça, c'est fini, je ne veux plus en parler, non, ne m'en parle pas, etc. » Vous ne pouvez pas vous imaginer le bien que ça fait d'en parler. Après la guerre, on n'en parlait pas. Après la guerre, je ne voulais pas en parler. Puis je ne voulais pas parler de mon père à maman parce que je me disais la pauvre, ça lui fait de la peine. C'était un couple qui était très uni, ils s'aimaient beaucoup tous les deux. Chaque fois qu'on parle de papa, maman va pleurer. Donc je ne parlais pas de papa. Donc il y a des tas de choses que je n'ai pas posé de questions. Il y a des choses que je regrette. J'aurais dû le faire quand même. Donc pendant très très longtemps, je n'ai pas parlé. Puis un beau jour, j'ai reçu une lettre d'une amie qui habitait à Tahiti et qui me disait « Oh, vous savez, à Tahiti, parce que mon père avait vécu à Tahiti pendant 10 ans. Et donc, il avait laissé beaucoup de souvenirs à des tas de gens. Et alors, il y a cette dame l'écrivain me disant « Mais vous savez, on aimerait bien que vous écriviez la vie de votre père. » Et ça a été le déclic. Ah, je dis « Ah oui, je vais écrire la vie de mon père. » Et en écrivant la vie de mon père, j'ai appris beaucoup de choses, parce que évidemment j'ai interrogé la famille, j'ai regardé un peu les archives, tout ça, j'ai sorti. Et finalement, ça m'a débloqué, parce que j'ai pu parler de mon père. Voilà. Donc ça fait beaucoup de bien de parler, c'est sûr. Quel sentiment vous ressentez à l'écart des Allemands? Les Allemands d'aujourd'hui, je ne leur en veux pas. Hein. N'empêche que chaque fois que je vois un Allemand qui est âgé, je me dis toujours, qu'est-ce qu'il a fait pendant la guerre? Qu'est-ce qu'il a fait? Ça, je ne peux pas m'en empêcher. Voilà. Je ne peux pas en vouloir aux petits-enfants de ceux qui étaient les criminels. C'est pas possible, ça. Hein? Voilà. De même que moi, je ne m'arrange pas non plus le droit de pardonner. Hein? Parce que c'est pas à moi de pardonner, c'est ceux qui ont souffert, ceux qui ont été déportés, qui sont morts en déportation.
ou qui ont été déportés, qui sont revenus, qui peuvent à la rigueur pardonner. Mais moi, je ne peux pas pardonner pour eux, hein, c'est trop facile, ça. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette notion du pardon? Ça représenterait la coupure entre le passé. On en est encore à l'époque du non-dit. Quelques personnes, quelques Allemands, j'ai reçu des journalistes qui, chaque fois, se sont excusés pour présenter leurs excuses pour ce qu'avait fait leur famille. Mais j'aurais bien aimé qu'il y ait une demande de pardon de la part des officiels de l'Allemagne. Est-ce que vous allez-vous pardonner, vous, aujourd'hui, aux Allemands? Est-ce que cette haine est morte? Je n'ai plus de haine contre eux. Mais je n'oublie pas. Rappelez-vous ce qui a été fait, d'ailleurs avant moi, ce qu'on a toujours dit à l'association, pas de haine, pas d'oubli. Voilà, donc on va terminer donc avec ce procès. Donc ce procès a eu lieu en 1953 à Bordeaux, hein, par un tribunal militaire. Et sur ces 200 Waffen-SS, on en a seulement retrouvé 21. Que de simples soldats, aucun officier supérieur. Et sur ces 21 soldats retrouvés, il y avait 7 Allemands, 13 malgré nous. Vous vous rappelez qui étaient les malgré nous, hein? Voilà, les Alsaciens qui avaient été enrôlés de force. Le 21e était un Alsacien, mais qui lui était un engagé volontaire de la Waffen-SS. D'accord? Donc si vous voulez, ce tribunal va se trouver confronté quand même à un dilemme, parce qu'il pensait faire le procès de l'Allemagne nazie. Et il va se retrouver en 1953, en majorité, face à ces 13 malgré nous, qui sont de nouveau des citoyens français. Mais on est en 1953, presque 10 ans après la guerre, on est en période de reconstruction, de réconciliation avec l'Allemagne et surtout avec soi-même. Et donc, si vous voulez, on veut rétablir une situation de paix, hein, et de réconciliation surtout. Et donc les parlementaires en place, à ce moment-là, vont voter une loi d'amnistie qui va libérer tout le monde. Donc finalement, de ce massacre, personne n'a jamais été puni. Hein, une loi d'amnistie, ça veut dire qu'on pardonne. Donc qu'est-ce qui va se passer d'après vous? Qui va se sentir Les victimes. Enfin, les victimes, oui. Voilà, les familles des victimes, absolument. Hein. Vous savez que des notions de crime ont été définies, de crime contre la paix, contre l'humanité et crime de guerre. Hein. Ici, à Oradour, ça a été défini comme un crime de guerre. Hein. C'est aussi matière à réflexion, hein, parce qu'ici, c'est une partie d'humanité qu'on a massacrée, une population civile. Hein. Et aussi le problème de la responsabilité de ces jeunes gens, hein, de ces malgré nous, si vous voulez, ou de tout soldat qui dit que s'il ne répond pas à un ordre, s'il refuse un ordre, il sera lui-même tué. Hein. C'était leur défense. Hein. C'est la conscience de la désobéissance. Voilà, absolument. Hein. Donc voilà. Voilà aussi ce que donne une dictature. Hein. C'est ce qu'il faut retenir, je crois. Hein. Que, voilà, il faut fuir les dictatures, il faut les anéantir, parce que voilà ce que ça donne, quoi. Tu ne tueras pas, dit la loi. Eux, ils ont dit tu tueras. Tu tueras ton voisin, Ton filleul. ton neveu. Tu tueras ta femme et la femme de ton frère. Tu les tueras tous quand je te donnerai le signal. Quand je te dirai. Le travail peut commencer. Tu les massacreras, les petits comme les vieux. Les grands, les clairs, les foncés. Tu les tueras jusqu'au dernier. Tu tueras. Et ce sera un acte civique. Tu auras mérité de la patrie. Dans la société du crime, Les assassins sont respectés. Ceux qui ont enseigné ces lois, Nous les connaissions. Nous leur obéissions. Si vous pouviez changer quelque chose, vous le feriez ou pas? Si je pouvais changer quelque chose, Dans ce que vous avez fait, votre parcours. ah ben c'est sûr que je ferais revenir mon père.
la première chose que je ferais. Hein. Et puis j'annulerais tout. Enfin bon, moi je ne peux pas tout annuler, mais mon parcours à moi, mon petit parcours égoïste. Hein. Il n'empêche que ce sont toujours des moments qui restent en moi, que toute ma vie j'ai traîné avec moi, et je dois dire que je ne peux en parler que depuis quelques années. Voilà. Quand j'étais jeune, j'étais à une époque où je ne pouvais pas parler. Donc je ne parlais pas. Donc je n'ai pas parlé à mes enfants. J'ai commencé à parler uniquement quand j'ai commencé à écrire. Quand j'ai commencé à écrire, ça je l'ai fait lire à mes enfants. Ils étaient grands déjà. Mais je sais que, justement par l'interview de Spielberg, je sais qu'il y a une de mes filles qui, quand elle était en 3e, quand on lui parlait de ces choses-là, elle rentrait à la maison, elle me regardait et elle pleurait. Et moi je ne savais pas pourquoi elle pleurait, évidemment. Je l'ai su qu'après, hein, quand elle avait 40 ans. Sans que je parle, mes enfants étaient quand même touchés, ils étaient quand même ébranlés par ça. Je voulais savoir, vous en pensez quoi des Français qui ont aidé les Allemands? Les Français qui ont aidé les Allemands, je les mets dans le même sac que les Allemands, pour moi, c'est encore pire même peut-être. Hein. Mais ils avaient une idéologie qui suivait, une philosophie, ils étaient antisémites, ils n'aimaient pas les Juifs, on leur bourrait le crâne, et puis ils y croyaient, ils étaient faibles d'esprit. Il faut toujours être tenace, hein, avoir l'esprit critique, ne pas se laisser influencer par les autres. Et voilà, souvent c'était des pauvres types qui se laissaient influencer, ou qui voulaient faire du zèle. Voilà. À vous de juger, comme on dit. Alors on a sa conscience. Hein. Là, il y a ceux qui savent dire non. Voilà. Mon père pleurait. Il m'a tendu les bras, il m'a crié « Robert, n'oublie jamais que tu es juif !» Et je me suis mise à rire parce que je n'avais jamais vu pleurer mon père, parce que je n'étais vraiment pas bien du tout. Je n'ai jamais revu ni mon père, ni ma mère, ni ma sœur, ni mes 2 petits frères. J'avais 13 ans, ma sœur avait 8 ans, mes frères avaient 4 et 6 ans. Est-ce que ça modifie quelque chose, le fait d'avoir ces témoignages pour vous, dans votre compréhension, dans votre... Ouais. Je trouve que la première personne qui a parlé, il y avait beaucoup d'émotions et tout dans ce qu'elle disait. On sentait beaucoup d'émotions et tout. C'est enrichissant. C'était émouvant. Ouais. Moi, la première fois, en fait, on m'a tellement ému par ce qu'elle disait. En fait, j'ai même pas osé poser des questions. J'avais pas de questions à poser, mais en fait, ce qu'elle disait, genre, j'avais pas envie de l'arrêter en fait. Vous voyez que ça lui faisait plaisir de raconter, du coup, j'avais pas envie de l'arrêter. Ouais, puis on sent que ça lui fait plaisir de nous dire ça et tout. Ça... La première, c'est comme si on la connaissait depuis longtemps. C'est comme si on la connaissait depuis très longtemps qu'elle nous raconte des histoires, des histoires encore. Moi, j'allais voir un film, et puis hop, dans les actualités, on nous présentait la libération d'un camp. Je ne pouvais pas supporter ça. Je m'en allais, je ne pouvais pas supporter. Je ne pouvais pas supporter, je ne pouvais même pas voir ni en parler. Même avec vous, j'en parle, et vous savez qu'intérieurement, je tremble. Ça ne se voit peut-être pas, mais je tremble. Parce que dès que je parle de ça, je tremble. Oui. Dans les ténèbres qui m'enserrent, noir comme un pluie où l'on se noie, je rends grâce au Dieu tel qu'il soit, dans mon âme invincible et fière. Dans de cruelles circonstances, je n'ai ni gémi, ni pleuré. Meurtri par cette existence, je suis debout, bien que blessé. En ce lieu de colère et de pleurs, se profile l'ombre de la mort. Je ne sais ce que me réserve le sort, mais je suis et je resterai sans peur. Aussi étroit soit le chemin, nombreux les châtiments infâmes. Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme.